je pense que c'est vous qui gérez l'enregistrement, peut-être, non? Je ne gère rien de tout. Un nouvel environnement favorisant ce nouveau concept. Comment, en quelque sorte, bousculer sa pratique professionnelle? Comment maîtriser les outils prenant en compte la personne, ses compétences, ses besoins et son environnement? C'est ce que nous essaierons d'approcher au moyen de 3 vignettes cliniques qui vous seront présentées par les membres de l'équipe Relais Handicap Rare Nord-Est. Je vais rapidement en faire une présentation. Elle a été, je pense, faite hier matin. Je vais la redonner en quelques mots avant ces travaux de ce matin. L'équipe Relais Handicap Rare se compose de 3 antennes. Une en Alsace, une en Bourgogne-Franche-Comté, une autre en Champagne-Ardenne-Lorraine. Elle est portée par 4 institutions, Adeptes de Globis à Strasbourg, les PEP, les pupilles d'enseignement public à Dijon, la Fondation Santi-Fontaine à Nancy et l'Institut Michel Flandre à Reims. 32 professionnels y travaillent, encadrés par 3 pilotes que vous connaissez certainement, des coordinateurs de parcours, des conseillers techniques, des médecins et bien évidemment des services support administratifs pour cette équipe, intervenant sur ces 2 nouvelles grandes régions. Les équipes relais handicap rare s'inscrivent dans le 2e schéma national handicap rare 2014-2018. Elles assurent le suivi des parcours des personnes en situation de handicap rare en s'appuyant sur les ressources du territoire. Elles facilitent le recours aux expertises nationales et territoriales et promeuvent des formations spécifiques et des échanges de pratiques. Évaluation des situations de handicap rare, orientation de la personne et de sa famille vers le bon interlocuteur. C'est un rôle d'interface entre les ressources spécialisées et les ressources du territoire, de proximité, sur le principe de solidarité. Évitement des ruptures des parcours de vie, conseils et appui aux professionnels pour l'élaboration d'une stratégie d'intervention globale. Ce sont quelques-unes des interventions de cette équipe que vous connaissez vraisemblablement. Les personnes en situation de handicap rare, les familles, les associations, les établissements médico-sociaux et sanitaires, les MDPH, les acteurs du soin ou du social peuvent solliciter cette équipe. Et donc, en lien avec cette réflexion théorique d'hier après-midi, cette matinée sera consacrée à la présentation de situations et de réflexions relatives à l'autodétermination. Ces 3 vignettes sont présentées par l'antenne, tout d'abord la première, l'antenne Alsace, où on entendra Johanna Scombe, coordinatrice de parcours, Véronique Muller, conseillère technique, et Fabienne Rousset, la pilote du dispositif Alsace. Une deuxième intervention venant de 2 de nos partenaires, 2 éducateurs spécialisés, un éducateur spécialisé, M. Duverger, travaillant à l'OHS de Lorraine, et Mme Lucette, travaillant au Centre de rééducation motrice de Reims, éducatrice spécialisée. Et une 3e intervention pour clore la matinée, présentée par l'antenne Bourgogne-Franche-Comté, présentée par Bertrand Fauvio, conseiller technique, Caroline Chauvez, conseillère technique, et bien évidemment Stéphanie Thiriet, notre pilote. Alors, nous allons écouter ces 3 vignettes critiques et puis vous pourrez, comme l'a été dit tout à l'heure, participer par le chat et poser vos questions si vous le désirez. Et donc, cette matinée sera, bien évidemment, laissera place à un débat. Donc, bonne écoute à vous et bonne matinée. Voilà nos intervenants premiers. Bonjour. Je te laisse présenter. Je vais faire le partage d'écran pendant ce temps-là. Moi, je m'appelle Johanna Schoenby. Donc, comme évoqué, je suis coordinatrice de parcours à l'équipe Relais Handicap Rare Antenne Alsace. J'ai rejoint l'équipe en avril dernier et je vais présenter avec ma collègue Véronique Muller. Je suis conseillère technique à l'équipe Relais Handicap Rare Alsace depuis 1 an et demi et je suis de formation orthophoniste. Je continue à travailler à mi-temps comme orthophoniste. Donc, on va vous présenter 2 situations pour lesquelles nous avons essayé d'accompagner les personnes dans leur possibilité d'autodétermination. Je vais lancer le diaporama. Voilà. Okay. Donc, il y a toujours un petit temps de latence. Voilà. Nous avons essayé de représenter un petit peu par ce cercle la vie de la personne en général,
pas seulement de la personne porteuse de handicap, mais de toute personne, avec bien sûr des spécificités pour les personnes ayant à vivre avec un handicap. Donc, voilà, ce qui est très spécifique, bien sûr, c'est la question du projet de vie, la question de la vie intime qui est un petit peu plus particulière que pour tout un chacun. Bon, après, chaque domaine est un petit peu plus spécifique pour la personne porteuse de handicap, mais ceci dit, nous sommes tous confrontés à des questions sur notre vie quotidienne, notre vie avec les autres, notre vie sociale, notre santé, les questions de la loi. Tout ça, c'est vraiment un spectre de la vie qui concerne chacun. Et puis surtout, ce qu'on voulait dire, c'était que l'autodétermination, ce n'est pas un moment T ou à une spécificité, ça concerne vraiment la totalité de la vie et il faudrait que ça soit intégré un petit peu dans toutes ces spécificités-là et dans tout ce qu'on peut mettre en place. Voilà. Dans tous les aspects de la vie, quoi. Oui. Donc, nous... Ah. Alors, un petit souci. On n'est pas en plein écran, c'est ça? En bas, peut-être là. Celui-là? Ouais. Non. C'est possible. Ça marche quand même, Fabienne, ou pas? Allez-y, continuez. Alors, on va vous présenter deux situations. D'abord, je vais vous présenter une situation pour laquelle je suis plus particulièrement investie, la situation de Lucas, qui a 26 ans. Oui. Alors, Lucas, il présente bien sûr un handicap rare puisqu'il a une double déficience sensorielle. Il travaille en ESAT avec des personnes déficientes visuelles, donc un ESAT un peu spécifique pour les personnes déficientes visuelles. Il vit au domicile de ses parents qui sont très présents et qui l'accompagnent beaucoup. Il comprend le français oral simple sans aide spécifique, mais il est fortement aidé par les signes de la LSF et il s'exprime lui-même en LSF avec quelques mots. Il est accompagné à nos côtés et depuis le début par le Centre national ressources sur discécité, le CRESAM, qui était déjà présent avant que nous commencions à suivre la situation. Donc, nous allons faire un petit état des lieux. Désolée pour tous ces problèmes techniques. Donc, nous allons refaire un petit point. Il y a quelques années, en fait, au passage des structures enfants à la structure adulte, on a mis un petit peu en exergue tout ce que les personnes autour de lui se sont dit. On s'est dit, il a les capacités de travailler, donc il va en ESAT. Il est malentendant, avec quelques difficultés cognitives, donc, mais malgré tout, la déficience auditive est importante, donc on ne pourra pas l'admettre simplement en ESAT déficient intellectuel. Qui était plus ou moins la suite de l'IM-Pro où il était accueilli, où la plupart de ses copains sont allés. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, dans cette IM-Pro, il était aussi suivi par un service spécifique pour sa déficience auditive. Et donc, les moniteurs d'ateliers de l'IM-Pro avaient été formés en langue des signes, ce qui n'était pas envisageable pour les moniteurs de l'ESAT. Donc, les personnes autour de lui se sont dit, il est déficient visuel, donc on va le mettre en ESAT déficient visuel. En plus, il y a un ESAT DV tout proche de chez lui, donc il pourra être autonome pour y aller, prendre son vélo, voire y aller à pied parce que c'est vraiment très proche. Donc, il a des appareils auditifs, donc les professionnels se sont dit, il n'a pas besoin de communication spécifique, on le comprend plus ou moins, il parle un petit peu, il semble nous comprendre, donc on ne va pas trop s'occuper de cette partie-là de sa personne. Allons-y pour les ADV. Le dossier est validé par la MDPH, il n'y a pas de difficulté particulière, donc Lucas est orienté vers un ESAT-DV à 2 km de son domicile familial. Et là, nous nous posons la question, et moi dans tout ça? Que lui a-t-on demandé? Lui a-t-on demandé quelque chose? Quel était son choix?
visiblement, ça n'était pas vraiment le cas. Donc, 6 ans plus tard, la situation arrive à l'équipe relais avec beaucoup de questionnements et de difficultés. Donc, Loïc est très insatisfait de son orientation en ESAT et du lieu de l'ESAT, c'est-à-dire de ce choix d'un ESAT déficient visuel où il n'a pas vraiment de contact avec les personnes puisque personne ne signe. Il a quelques copains, mais la communication reste très difficile. Et nous en sommes à un point où il dit ne pas vouloir continuer à travailler dans cet ESAT. Donc, en fait, il somatise, il se plaint de maux de ventre et il est régulièrement en congé maladie. Là, depuis le premier confinement, il a travaillé, je crois, 3 semaines. Lucas, il a des projets. Donc, mon premier travail a été de le rencontrer et puis d'entendre un petit peu ses souhaits. Donc, lui, il souhaite travailler dans un autre ESAT. En réalité, l'ESAT qui faisait suite à son IM-Pro, parce qu'il apprécie beaucoup une jeune fille qui y travaille et il aimerait se rapprocher d'elle. Et puis, il dit aussi qu'il aimerait avoir un travail intéressant, donc travailler dans un cadre et un service qui l'intéresse. Là, en fait, il fait des choses qui sont peu valorisantes, de la mise en sachet d'aliments pour animaux, des choses dans ce style-là qui ne le valorisent pas du tout et qui ne l'intéressent pas. Il aimerait travailler en milieu hospitalier, par exemple. C'est un de ses rêves. Et puis, il aimerait trouver des personnes qui le comprennent, qui puissent échanger avec lui. Et surtout, il souhaite rester en Alsace. Il est très attaché à son village, à sa famille, aux liens sociaux qu'il a su créer dans le village. Donc, nous allons essayer de l'accompagner sur un chemin d'autodétermination par différentes actions que nous avons menées et que nous menons encore. Alors, donc, comme je vous l'ai dit déjà, on a fait plusieurs rencontres avec Lucas en présence de sa famille qui est très présente et qui a un petit peu de mal à se mettre en retrait pour affiner son projet de vie, donc entendre tous ses désirs, un petit peu ce qui a été listé auparavant. Donc, j'ai aussi dû entendre qu'il se sentait mal compris dans son milieu professionnel, qu'il aimerait avoir des partenaires de communication qui signent. Donc, nous nous sommes dit à l'équipe relais que peut-être nous pourrions proposer une initiation à la langue des signes pour l'équipe de l'ESAT, afin de lui permettre de pouvoir s'exprimer et d'être compris par ses moniteurs d'atelier, ses camarades. Donc, ça a été entamé il y a quelques mois. Bon, l'ESAT a peu investi, donc ça reste un petit peu mitigé au niveau de la réussite de l'opération. Pour dire peu investi, ils ont même, finalement, ils ont décidé de ne pas participer aux 2 dernières séances. Alors, Lucas, il souhaite travailler dans un autre ESAT, ce fameux ESAT où il a cette jeune fille dont il est, on peut le dire, peut-être amoureux. Donc, nous avons essayé d'écouter son souhait et puis de l'accompagner pour rencontrer la directrice de l'ESAT pour qu'il l'entende. Est-ce qu'il peut ou pas travailler? Est-ce qu'il peut mettre un espoir pour travailler peut-être plus tard à un poste de travail dans cet ESAT? Et la directrice, nous avions organisé ça avec un interprète LSF pour être, même si moi-même je signe, pour un petit peu mettre une tierce personne et puis quelqu'un qui soit uniquement là pour interpréter sans aucune participation et interprétation directe. Et bien sûr, la directrice de l'ESAT lui a expliqué que les postes qui étaient dans son ESAT n'étaient pas du tout adaptés à son profil, qu'elle n'avait pas actuellement de travail. Bon, l'ESAT est en train de se restructurer et de s'ouvrir un petit peu à la restauration, par exemple, ce qui n'est pas quelque chose qui plaît à Lucas et qui lui conviendrait. Donc, voilà. Il a entendu le fait que ça soit… Je veux juste préciser que pour cette rencontre, nous avions décidé qu'il irait seul, donc avec moi et l'interprète, mais sans ses parents, pour le prendre vraiment comme un adulte à qui on peut dire, voilà, on vous embauche ou on ne vous embauche pas. C'était vraiment vu comme un entretien d'embauche avec notre présence pour pouvoir l'accompagner aussi, parce que c'était assez loin de son domicile. Le fait que je l'ai accompagné a permis aussi
à Lucas d'exprimer son désarroi à la suite de l'entretien. Donc, tout le trajet retour, 1 heure en voiture, il a pu me dire combien il a été triste, il a pleuré. Et puis, il a sorti de sa poche une nouvelle demande, comme s'il avait un petit peu quand même anticipé ce refus de l'ESAT, une demande de travailler en milieu hospitalier. Donc, nous entendons, mais qui ne va pas être facile à mettre en œuvre. Donc, la suite, comme on a bien compris qu'il était important pour Lucas, comme pour n'importe qui et tout un chacun, de s'investir et de trouver de l'intérêt dans son travail, et qu'il a une notification MDPH comme travailleur en ESAT, nous avons cherché à lui proposer des stages dans des ESAT avec ateliers d'imprimerie, signalétique, des ESAT dans lesquels ses compétences en informatique pourraient être valorisées, parce qu'il aime beaucoup travailler sur l'ordinateur et il a un certain nombre de compétences dans ce domaine. Donc, un stage a actuellement débuté dans un ESAT dans lequel il travaille à un atelier de signalétique. Voilà. Afin qu'il soit autonome pour se rendre dans cet ESAT qui se situe à Strasbourg, nous lui avons proposé l'intervention d'une instructrice en locomotion pour qu'il puisse apprendre le trajet et se déplacer seul, ce qu'il a fait aussi, et il est tout à fait en capacité de se déplacer seul, donc c'est quelque chose de positif pour lui. La suite de notre chemin, ce qu'on constate aussi, c'est cet isolement qui est surtout lié aux difficultés linguistiques, c'est-à-dire de ne pas avoir d'interlocuteur qui signe. Donc, on l'a mis en lien avec le service proposé par le CRISAM depuis le premier confinement, qui est un service de conversation en LSF. Lucas a rapidement profité de ce service pour évoquer son projet de vie et ses désirs de travailler en milieu hospitalier, de ne plus travailler dans les ESAT dans lesquels il est salarié. Donc, nous avons, à la suite de ça, échangé avec l'équipe du CRESAM. Alors, non seulement les personnes qui sont référentes de sa situation en Alsace, mais aussi l'interlocuteur qui était dédié aux conversations avec lui, qui était rapidement interpellé par le fait que Lucas avait vraiment l'air extrêmement triste et mal dans sa peau. Donc, on lui a conseillé de se rendre sur le site Surdi Info par rapport au fait qu'il remette en question sa notification MDPH et qu'il souhaite travailler en milieu ordinaire. Donc, pour qu'il puisse comprendre que quand il y a une notification MDPH, on doit en tenir compte et on ne peut pas décider tout seul de claquer la porte et de se présenter dans un poste de travail ordinaire puisqu'il a une notification de travailleur handicapé. Dans le même temps, on a proposé un stage à Poitiers à Lucas, dans un ESAT plus adapté à la surdicécité. Lucas, il est très attaché à sa famille et pour le moment, il ne souhaite pas répondre positivement à cette proposition. Il souhaite réellement rester en Alsace. Donc, à la suite de ça, nous avons un questionnement. On se trouve un petit peu confronté à des limites et on se demande comment l'aider à se positionner par rapport à un projet de travail en milieu ordinaire auquel, normalement, il ne peut pas prétendre légalement en raison de son absence de diplôme et de la notification MDPH ESAT. Et puis, on se demande aussi jusqu'où nous allons pouvoir l'accompagner. Bon, bien évidemment, nous allons l'accompagner, mais est-ce que nous réussirons à mettre en œuvre un projet viable avec lui s'il refuse à chaque fois les propositions de stage ou de travail en milieu protégé et qu'il s'obstine à vouloir travailler en milieu ordinaire? Voilà, c'est notre questionnement actuel, mais nous poursuivons l'accompagnement sur la voie de l'autodétermination pour Lucas. Voilà. Donc, c'était la première vignette clinique. Je vais passer la parole à ma collègue qui va vous parler d'une situation très différente. Oui, ce qu'on a essayé de faire, en fait, c'est de vous présenter deux situations qui étaient
pas opposées, mais complètement différentes et qui ont des particularités ou des questionnements d'autodétermination à des niveaux complètement différents aussi. Donc, moi, je vais vous présenter donc une situation qu'on suit depuis… ça apparaît ? Oui, donc une situation, c'est Monsieur B qui a 56 ans, qui a effectivement aussi un handicap rare, qui est complètement… Ah, pardon. Je crois qu'il y a un problème technique. Excusez-nous, on va juste remettre en le PowerPoint. Sinon, arrêtez, on reprend. Ouais. Non. Je vais repartager l'écran. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Voilà. Là, ça doit être bon. Voilà. Je pense que c'est bon. Oui. Donc, Monsieur B qui a 56 ans, il est donc atteint d'un handicap rare. Il présente en effet une maladie neuroévolutive qui est déjà à un stade très avancé. Monsieur B, il a une trachéotomie, il est sous respirateur artificiel, il est dans l'incapacité à utiliser ses 4 membres, il est donc couché toute la journée dans un lit adapté. Donc pour l'instant, Monsieur B, il vit à domicile avec son épouse et son fils de 12 ans. Il a un accompagnement 24 heures sur 24 par un prestataire à domicile. Monsieur B communique par le regard. On peut lui poser des questions fermées, donc où il répond avec des mouvements des yeux, donc soit en clignant, soit en… il bouge un petit peu les yeux de droite à gauche pour dire non. Ou alors, quand on n'a pas la possibilité d'avoir des questions fermées, ou si lui, il veut s'exprimer, on peut également s'appuyer sur un alphabet visuel où il peut plus ou moins fixer l'endroit de l'alphabet et après on pose la question, est-ce que c'est le A, est-ce que c'est le B, est-ce que c'est le C, où il dit oui ou non et comme ça il arrive à épeler des mots. Cependant, il a des difficultés moteurs, par contre toutes ses fonctions cognitives sont intègres. Donc il est tout à fait, voilà, il est dans l'échange, il peut répondre à des demandes. Oui. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, comme je vous disais, on l'accompagne en fait dans le parcours depuis seulement décembre 2020. Donc, c'est tout à fait différent par rapport à l'autre situation qu'on avait évoquée tout à l'heure. Alors, donc on a essayé de présenter un petit peu sur le même principe. Donc, on va d'abord un petit peu présenter ce qui se passe en ce moment. Donc, Monsieur B, il a arrêté son suivi neurologique depuis 2007. Alors, monsieur a fait un arrêt cardio-respiratoire en 2009 et depuis ce jour, quand il était donc en réa endormi, le service hospitalier a décidé de lui mettre une trachéotomie, un respirateur et une gastrostomie. Je dis bien le service hospitalier a décidé de lui mettre parce qu'il y avait déjà des propositions qui ont été faites auparavant par le neurologue parce qu'il avait énormément de difficultés. Il avait des pneumopathies d'inhalation à répétition, des choses comme ça. Mais il avait toujours dit non, je ne veux pas. Il avait des difficultés à manger et il a toujours refusé la gastrostomie, la trachéotomie et tout ça. Mais quand il était en réa, suite à un arrêt cardio-respiratoire, on lui a mis tout ça. Alors, sa femme est très présente dans la vie de monsieur et elle souhaite garder son époux à domicile. Alors, Monsieur B a une histoire de vie, évidemment, et donc, avant d'avoir rencontré sa femme actuelle, il avait une autre épouse avec qui il avait 2 enfants qui sont maintenant déjà grands. Cependant, sa femme actuelle, elle ne veut pas qu'il voie ses enfants. Et il y a donc ces difficultés moteurs qui font que Monsieur B ne peut pas se déplacer seul, il a besoin d'assistance. Et pour l'instant, il est dans l'impossibilité de voir ses enfants. En tout cas, c'est madame qui s'y oppose. Elle n'ouvre pas quand les enfants sonnent.
Alors, il y a des petites parades qui sont mises en place par les prestataires de domicile quand madame travaille ou quand ils disent ils vont au parc, ils font des petites… voilà, ils disent qu'ils vont au parc et finalement, ils rencontrent les enfants. Il y a des petites choses qui sont mises en place, mais en tout cas, il n'y a pas la possibilité pour monsieur de voir ses enfants autant qu'il voudrait. Madame gère également l'argent de monsieur. Et il est très difficile pour monsieur de faire adhérer à sa femme aux demandes qu'il fait, soit pour les sorties, soit pour payer le taxi pour se déplacer, pour aller faire une activité ou se rendre chez ses parents, chez sa mère, chez ses sœurs, ou tout simplement pour acheter des cadeaux ou des chocolats pour ses enfants. Ou voilà. Donc, madame s'oppose souvent à ces demandes. Il y a une autre difficulté qui en fait a fait que nous sommes intervenus parce qu'on a été tout d'abord interpellés par les prestataires de services qui étaient en difficulté dans cette situation, puisque madame parfois s'oppose à ce que certaines intervenantes viennent à domicile. Donc, elle n'a pas donné la clé aux prestataires, donc c'est elle qui ouvre ou qui n'ouvre pas la porte. Donc, ce qui avait mis le prestataire en difficulté, d'autant plus qu'il faut des intervenantes qui sont formées à l'aspiration endotrachéale, ce qui est plus difficile. Et donc, il nous avait interpellés suite à ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré monsieur la première fois. Voilà. Et donc, encore une fois, et moi dans tout ça. Donc, cette fois-ci, ce n'était pas les intervenants autour. Là, c'est l'environnement en général, où nous nous sommes posé la question, mais où est-ce qu'il est, monsieur, dans tout ça? Alors, effectivement, il y a des choses où il est insatisfait dans sa vie actuelle, tout simplement déjà de la mise en place de la trachéotomie et de la gastrostomie, qu'il ne souhaitait pas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, et de l'attitude de son épouse, qui s'exprime et qui décide souvent à sa place. Par contre, monsieur a aussi des souhaits, des désirs, des besoins. Il aimerait voir ses enfants de sa précédente union et pouvoir leur faire des cadeaux quand il le souhaite. Il a exprimé son envie de divorcer et ou d'être mis sous tutelle hors du cadre familial. Et ils avaient déjà fait une première tentative, on va dire, où ils ont contacté le médecin, un médecin pour venir faire un certificat médical pour pouvoir l'envoyer au juge des tutelles. Ça a été pas tout à fait… la mise en place a été difficile et le médecin n'a pas été averti de la situation auparavant, donc il a échangé uniquement avec madame et madame a soutenu que monsieur n'avait pas besoin de tutelle, qu'il était tout à fait capable d'exprimer ses demandes et ses besoins et qu'elle… elle l'accompagnait dans tout ça. Donc, il n'y avait pas besoin de tutelle. Monsieur a exprimé l'envie de déménager pour vivre seul ou en institution. Donc, ce n'est pas quelque chose… il a dit tant qu'il pouvait exprimer ce qu'il voulait, que ce soit dans une institution ou seul, ça ne lui pose pas de souci, d'autant plus qu'il a besoin d'assistance dans la vie quotidienne. Et alors, il avait une autre demande, c'est que la toilette soit effectuée par une femme. Il aime également faire des sorties régulières et pour l'instant, il y a le frein financier parfois qui est posé. Et alors, effectivement, c'est une situation qu'on suit depuis beaucoup moins longtemps. Donc, il y avait tout d'abord une première phase d'évaluation aussi et une phase qui est encore en cours aussi, il faut dire, où je me suis pris le temps d'échanger avec monsieur seul. Donc, la toute première rencontre, quand j'y étais allée la première fois, il y avait madame avec et je n'étais pas au courant de toutes ces difficultés. Donc, c'est vrai que ça fait peu de temps que je suis dans l'équipe relais. Donc, la première fois que je l'ai rencontré, il y avait sa femme et sa femme répondait à tout moment aux questions que je posais. Elle ne laissait pas le temps à monsieur de s'exprimer.
Après, j'ai discuté, comme je fais toujours, je fais un petit peu le tour de la question et j'échange avec tous les intervenants autour qui m'ont mis toutes ces difficultés un petit peu, qui m'ont mis la puce à l'oreille. Et du coup, suite à ça, j'ai fait des échanges, des temps d'échange avec monsieur seul. Bon, ce qui prend du temps parce qu'on peut uniquement poser des questions fermées. Mais voilà, j'avais vraiment besoin d'entendre ce que monsieur voulait et pas ce qu'on me disait ou ce que madame insinuait. Alors, on avait fait une toute petite première action, c'était tout simplement réfléchir avec les prestataires de domicile et avec monsieur. Il a bien dit qu'il avait envie que ce soit une femme qui fasse la toilette. Il y a aussi des hommes qui interviennent. Et parfois, ça pose des soucis parce que la toilette devait, selon eux, être faite le matin. Et le matin, c'était un homme. Alors, tout simplement, j'ai posé la question à monsieur, mais est-ce que ça vous dérange si la toilette est faite l'après-midi, quand c'est une femme? Et puis, du coup, il a dit non, pas du tout. Et donc, c'est des choses qu'on a mis en place. Donc, on respecte bien son choix que ça soit une femme, mais le moment de la toilette peut être modifié d'un jour à l'autre en fonction de qui peut intervenir et qui peut se rendre disponible. De mon côté, j'ai fait plusieurs échanges avec des avocats et des magistrats de mon entourage pour un petit peu mieux comprendre tous ces concepts juridiques de divorce d'un majeur qui est dans l'incapacité physique. Qu'est-ce qu'un divorce? Donc, tout simplement, le fait de devoir de devoir partir du domicile, déjà, c'est pas possible pour monsieur. Est-ce qu'on passe d'abord par une tutelle hors du cadre familial et après, il y a un divorce? Ou comment est-ce que monsieur pourrait faire et vers qui est-ce que je peux l'orienter? Parce que c'est quand même ça notre rôle aussi, c'est de trouver les ressources pour que monsieur puisse le faire. Donc, on est encore en train, parce que ce n'est pas une question qui est facile. Et voilà. On a également eu plusieurs échanges avec la MDPH, ce qui était très important, parce que notamment, il y a un dossier MDPH qui est en cours, dont personne des prestataires ne savait pas, ou personne ne savait. C'est juste quand j'ai appelé la MDPH qu'ils m'ont mis au courant. Donc, on ne sait même pas qui a vraiment fait ce dossier. Donc, a priori, ça serait madame. J'ai discuté avec elle après. Donc, en échangeant avec la MDPH et en évoquant la difficulté aussi de l'entourage, on s'est mis d'accord qu'il serait intéressant qu'il y ait une assistante sociale d'évaluation qui normalement devait intervenir pour la PCH, s'échange seule avec monsieur et puisse recueillir ses besoins et ses envies, notamment aussi pour une orientation en ESMS ou autre chose. Alors, ce qu'on est encore en train de faire, c'est donc une mise en lien avec un médecin agréé, comme ça a été proposé auparavant, pour le certificat médical de la mise sous tutelle, mais que le médecin soit mis au courant de la situation auparavant pour qu'il s'entretienne seul avec monsieur. Voilà, ça c'est pour l'instant les petites choses qu'on a pu faire où on a essayé de mettre voilà, monsieur au centre. En même temps, cette situation nous évoque quand même beaucoup de questions. Et donc, on se demande comment l'équipe Relais maintient la transparence face aux stratégies de contournement mises en place avec l'aide des auxiliaires de vie. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est notamment quand ils disent on va faire une sortie au parc et que finalement, ils rencontrent ces enfants. Comment est-ce que nous, on maintient quand même la transparence? Comment est-ce que nous, comment est-ce qu'on fait pour ne pas mentir ou pour ne pas mettre en échec ces choses qui sont mises en place pour répondre aux désirs de monsieur, mais en même temps pour être transparent dans les actions qu'on mène face à tout le monde et tous les intervenants autour. Ça, c'est un petit peu une première question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on peut aider monsieur à cohabiter avec madame en sachant que la procédure qu'il entame s'annonce longue? Et puis, une dernière question qu'on se pose en équipe, parce qu'on a la chance d'être en équipe,
Donc, tout à l'heure, on l'a évoqué, mais donc, on a une petite équipe en Alsace. On a un médecin qui est avec nous, Dr Schaeffer, qui est généticien par ailleurs au CHU, Fabienne Roussier-Schultz, notre pilote, donc Véronique, moi-même et notre secrétaire. Donc, on se réunit quand même régulièrement pour discuter les différentes situations et pour savoir où est-ce qu'on est et comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut aider le parcours de monsieur. Donc, dans son parcours, il y a quand même la question de la santé et de ses décisions dans la santé. Donc, nous, on se questionne, comment est-ce qu'on peut questionner, mettre en relation la mise en place des directives anticipées. Voilà, parce que bon, c'est une maladie neuroévolutive à un stade avancé et qu'il y a des questions qui devraient être éclairées. Voilà. Merci beaucoup. Donc, j'espère que ça a pu illustrer un petit peu ce qu'on essaye de faire avec... Donc là, on vous en a montré que 2, mais c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire avec toutes les situations. On essaye de vraiment mettre la personne au milieu et de questionner les besoins et les désirs, les envies de la personne. Et puis, on essaye de pouvoir y répondre et de l'accompagner dans le parcours. À ses côtés, quoi. Ouais, d'être aux côtés. De ne pas décider à sa place, ni... et ne pas laisser la famille non plus décider à la place de la personne tant que possible, mais que la personne soit vraiment au centre des décisions à prendre. Et en même temps, pour réunir tout le monde autour et qu'on aille tous dans un même sens. Ouais. Ça, c'était... voilà. J'espère que ça a fait qu'on se questionne beaucoup et qu'on a posé ces questions-là, 2 diapos de questionnement, parce qu'on est aussi parfois confronté à un petit peu... On ne sait plus... comment continuer, quoi, parfois. Mais c'est vrai que ce que Johanna a dit, le fait d'être en petite équipe et de pouvoir vraiment régulièrement échanger à 5 sur les situations nous permet de rebondir, de trouver d'autres idées et d'avancer. C'est très appréciable. Voilà, donc on vous a mis une petite touche d'humour à la fin. Voilà. Et on vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup à tout le monde.